la semaine sur B1 Télévision. 2 morts, c'est les bilans d'un accident des circulations routières qui s'est produit dans la nuit du samedi à ce dimanche à Béni, dans la province du Nord Kivu, sur le boulevard Niamoussi. L'excès des vitesses en serait la cause. Préparation de la CHAN, les léopards de la République démocratique du Congo ont affronté le Rwanda ce dimanche. Score final de la rencontre, 1-0 en faveur du Rwanda. Et puis l'Union pour la démocratie et le progrès social continue à poser des préalables pour sa participation au dialogue politique. Oui au dialogue, mais sous l'égide de la communauté internationale. Annonce faite par Etienne Tshisekedi Wamulumba lors de son message de vœux à la population congolaise. Énième événement malheureux survenu la nuit du samedi à ce dimanche 10 janvier à Béni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. 2 personnes ont été tuées lors d'un accident de circulation causé par une Jeep de marque RAV4 sur le boulevard Niamoussi. Les victimes, parmi lesquelles un docteur à la clinique Santé Plus, ont trouvé la mort sur place. Le chauffeur et son ami sont aussi dans un état critique. C'est une correspondance d'Eric Asmissi. La victime docteur s'appelle Hangi Marcelin, qui a vu sa jambe être broyée complètement à cause de la fuite de cette Jeep de marque RAV4 immatriculée AC2014 AC19. Selon les informations à notre possession, les chauffeurs du véhicule avaient perdu complètement équilibre, ayant causé cet accident fulgurant. Les docteurs victimes avaient à ses côtés un de ses compagnons du nom de Moïse, qui avait succombé d'abord sur les champs. Et par la suite, les docteurs Hang est allé succomber à l'hôpital général de référence de Béni à cause des profondes égratignures, car étant donné que sa jambe avait été complètement broyée. La diffusion de cette information sur les antennes de certains médias locaux à Bento le matin a froissé davantage les populations qui n'avaient pas encore oublié l'incident de l'asphyxie de 3 personnes dans un tank de la station Sulcas le matin du samedi 9 janvier courant. La Jeep à la base de cet accident a été aussi complètement caillassée et la grande partie de la matinée de ce dimanche, une partie du corps du docteur broyé était attachée à la Jeep. Certains curieux sur place interrogés ont noté que les 2 victimes n'étaient même pas en plein boulevard, mais aux abords en train de causer. Les chauffeurs du véhicule de son côté avec son ami ont été également touchés et conduits sous un état d'inconscience à l'hôpital général de référence de Béni. La police des circulations routières n'a pas encore donné sa version de fait. Notons que le premier week-end de ce mois de janvier 2016 a été riche en événements malheureux en ville de Béni. Erika Smoussi, Béni, B1. Merci Erika Smissi pour toutes ces précisions concernant ce drame. Revenons dans la capitale. 2e édition de la remise du prix de l'excellence de la magistrature. Les procureurs généraux de la République a primé samedi les meilleurs magistrats qui ont excellé dans l'exercice de leurs fonctions au cours de l'année 2015 qui s'est achevée. Ils sont 41 au total, ces hommes de loi issus de tous les ressorts judiciaires du pays et qui ont retenu l'attention d'un jury anonyme, indépendant et objectif. La cérémonie a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Oba Minako. Le moment est solennel. Cette 2e édition de la remise des prix d'excellence aux meilleurs magistrats du ministère public pour l'année 2015. Le président de l'Assemblée nationale a même fait le déplacement samedi pour présider cette cérémonie. Puisque le procureur général de la République, le premier de ces magistrats debout, a pensé récompenser ceux qui ont exercé conformément à leur déontologie, ceux qui ont bien appliqué la loi, je crois qu'il était de mon devoir, en tant que président de l'Assemblée nationale, de répondre volontiers à l'invitation du procureur général de la République. La touche solennelle de cette cérémonie réside également dans son objectif combien louable. Cette initiative, il convient de le rappeler, vise à récompenser certains magistrats du parquet parmi les plus méritants qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont fait montre de la compétence remarquable et avérée, d'honneur et de dignité, ainsi que d'abnégation. L'opinion publique, en fustigeant globalement les mauvais fonctionnements de la justice, occulte le leadership incontestable de certains magistrats consciencieux. Ils sont au total 41, dont 6 primés à titre exceptionnel, ces magistrats qui ont retenu l'attention d'un jury anonyme, indépendant et objectif, formé pour la cause.
Un moment de satisfaction pour les lauréats, mais également de prise de conscience. La première réaction, c'est d'abord la joie pour avoir été sélectionné parmi les meilleurs. C'est ça ma première réaction. Et aussi l'autre réaction est de me stimuler de travailler encore de mieux en mieux, comme nous venons de suivre les différents discours qui ont été prononcés par la hiérarchie dans la magistrature, précisément au parquet. J'invite les autres qui n'ont pas été primés de pouvoir améliorer la qualité de leur travail ainsi que leur comportement. Une initiative qui a vocation de se pérenniser, la première édition s'étant déroulée en octobre 2014. Un reportage d'Alain Mboma. Le vice-ministre de Transport, Simplice Ilunga, a effectué ce week-end une visite d'inspection dans différents ports de la capitale, notamment celui de la régie de voies fluviales. Objectif, en comprendre les normes de fonctionnement. Simplice Ilunga sur terrain pour une ronde d'inspection. Une ronde que le vice-ministre du Transport commence au port de Baramoto. Ici, le vice-ministre se rend compte que ce port est toujours opérationnel malgré l'interdiction de l'autorité faute du paiement des taxes. Simplice Ilunga promet de réagir pour vite décanter la situation. Voir si effectivement il fonctionne conformément à nos textes légaux. Le constat est fait et nous allons pouvoir nous exprimer par voie aussi légale vis-à-vis de ceux qui ne sont pas dans la légalité, parce qu'ils existent. Il y a certains qui ont méprisé la loi. Nous allons pouvoir réagir par rapport à tous ceux qui sont en marge de la loi. Et ceux qui fonctionnent correctement, nous allons les encourager aussi d'une autre façon. Deuxième étape de sa visite, le port de la régie des voies fluviales. Celui-ci a besoin d'un coup de pouce et le vice-ministre promet de s'y engager. Il y a un constat qui a été fait, c'est que le nombre d'accidents dans les réseaux fluviaux est en hausse. Il est donc impérieux d'identifier les causes et de voir comment s'attaquer à ces causes-là de façon à sécuriser l'ensemble de la voie fluviale. Vous venez de voir, il y a des travaux, des aides à la navigation qu'on venait de stocker, mais également des travaux de réhabilitation même de notre slipway et des ateliers qui sont des instruments d'appui aux travaux de balisage. Donc nous sommes très fiers de cette visite. Merci. Cette ronde, le vice-ministre du Transport s'engage à la poursuivre avec comme objectif l'assainissement de ces secteurs de transport fluvial. On en vient à la page rétrospective. Sachez que Etienne Tshisekedi Mulumba sera bientôt de retour à Kinshasa après plusieurs mois d'absence pour préparer les membres de son parti à la participation au dialogue, laquelle participation continue d'être conditionnée par une médiation de la communauté internationale. Le Sphinx de Limité l'a encore rappelé lors de son message de vœux à la population congolaise. L'année 2015 vient de s'achever sans que le peuple puisse espérer obtenir les résultats qu'il devait obtenir en comptant ces immenses richesses du pays. C'est ainsi qu'est venue aussi bien chez nous au Congo et que dans la communauté internationale l'idée du dialogue, parce que quelle que soit l'austérité, on finit toujours par le dialogue. Et c'est ainsi que je fais appel à tous ceux qui veulent les changements, qu'ils soient ensemble afin de trouver la solution adéquate à ce problème. Bientôt, je serai parmi vous pour que nous puissions lier nos efforts pour gagner.
Vous suivez donc là les messages de Etienne Tshisekedi via la radio France Internationale. L'actualité cette semaine, c'est également le 4 janvier 2016, date chargée de souvenirs. Elle rappelle les émeutes du 4 janvier 1959 de Léopoldville, une série d'insurrections et des troubles sociaux. La répression était très violente et la communauté, la répression était très violente, voulais-je dire, et à la suite des événements, le Congo belge obtient son indépendance près de 1 an et demi plus tard, le 30 juin 1960, et Patrice Emery Lumumba était considéré ce jour-là comme l'homme orchestre. Se rappelant justement des martyrs dits de l'indépendance tombés sous les représailles du colonisateur les 4 janvier 1959, des politiciens congolais, cadres et membres de la majorité présidentielle pensent que cette date a un double sens pour les Congolais. D'abord, l'expression de la détermination et puis la nécessité de la cohésion nationale. On les écoute au micro de Jean-Louis Lukanda. Le 4 janvier, c'est un jour mémorable pour notre pays. C'est la journée où nous célébrons les martyrs de l'indépendance. Comme vous le savez, un certain 4 janvier 1959, à peu près 500 personnes ont été fauchées par les balles du colonisateur, tout simplement parce que les jeunes gens voulaient se réunir pour réfléchir sur l'avenir de leur pays. Alors, le colonisateur n'a pas pris ça de bon oeil. Ils sont venus pour disperser la foule et au passage, ils ont tué à peu près 500 personnes. Et ce mouvement-là a déclenché le mouvement qui a mené jusqu'à l'indépendance de la République démocratique du Congo, dont nous jouissons aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons voulu faire cet exercice pédagogique pour les jeunes qui doivent apprendre que le 4 janvier, c'est une journée importante dans notre histoire. C'est la journée où des gens ont versé leur sang pour pouvoir nous libérer du joug colonial. Les bravoures des martyrs de l'indépendance ont été également salués par le général sud-africain Derrick Ngwebi qui prend le bâton de commandement de la force de la mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, forte de 20 000 hommes. Il remplace le général brésilien Alberto Santos dont le mandat de 2 ans est arrivé à son terme depuis le 2 décembre 2015. Le général sud-africain affiche une expérience militaire nationale et internationale de plus de 35 ans. Derrick Ngwebi, âgé de 59 ans, a dirigé la mission des Nations Unies au Burundi entre 2004 et 2006. Il est actuellement chef des opérations conjointes de forces de défense sud-africaines, après avoir notamment été directeur de forces spéciales et l'un des responsables de l'infanterie de son pays. Il est nommé à la tête de forces onusiennes en RDC en remplacement du Brésilien Carlos dos Santos. Une lourde charge l'attend comme commandant en chef de la force onusienne en RDC, dont la mission est essentiellement axée sur la protection des populations civiles et la neutralisation des différents groupes armés nationaux et étrangers qui écument l'est de la RDC. À titre de rappel, le mandat de Casque Bleu a été considérablement renforcé au fil des années. La MONUSCO est la première mission onusienne revêtue du mandat d'une force d'intervention autorisée à faire la guerre. Et pour terminer ce registre du 4 janvier, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a également commémoré ces 4 janvier les martyrs de l'indépendance par une marche. Elle est partie du stade Père Raphaël de la Quétule pour chuter à la place Imka. Dans son allocution, le secrétaire du PPRD a loué le courage de ses compatriotes tombés pour la cause de la nation. Au PPRD, commémorer les martyrs de l'indépendance est d'abord une affaire de symbolique. Comme il y a 57 ans, le parti présidentiel a répété l'histoire. Une procession sur les pas de nos pères le 4 janvier 59 du stade Tata Raphaël au stadium de l'Imka, en plein cœur de Matongé, le quartier Coupe-Gorge qui a salué, sans bouder, le passage des 30 000 personnes. Le secrétaire général du PPRD, pour le tout premier 4 janvier de son mandat, a tenu à rappeler le sens de cette date prestigieuse, dit-il, pour que l'entreprise de prédation renonce à ses projets de suggestion. Paris réussit il y a 57 ans. Paris a gagné aujourd'hui contre une classe politique prête à se vendre aux enchères de la finance internationale. C'est une citation. Le problème, c'est que malgré sacrifice ya bandeko na biso, malgré le sacrifice de nos ancêtres,
Des politiciens se sont réunis à Gorée au Sénégal pour vendre le pays. Êtes-vous d'accord avec ça? 57 ans après, ils crachent sur la tombe de ceux qui sont morts pour notre indépendance. Allez-vous l'accepter encore? Nous sommes ici pour dire non à la trahison et oui au dialogue. Il y a d'autres politiciens véreux en mal de positionnement qui pensent que manifester dans la rue, c'est une façon de faire une démonstration de force. Non. Aujourd'hui, le PPRD vient de montrer qu'on peut manifester d'une manière pacifique. Nous n'avons insulté personne, nous n'avons cassé le magasin de personne, nous n'avons bousculé personne. Les gens, les militants du PPRD, disciplinés qu'ils sont. Parmi les progressistes congolais, le prophète Simon Kimbangu a inspiré le mouvement Vouvoiement. Traduisez, repentez-vous, les Vouvoiements sont intransigeants. Vouvoiement, aza mouvement oyo ezobunda. Vouvoiement est un mouvement qui milite pour la revalorisation de nos traditions et pour nos aïeux qui ont combattu pour notre pays. Aujourd'hui, le PPRD nous a conviés à cette manifestation. Vouvoiement, c'est le salut des Noirs. Vouvoiement, c'est l'indépendance des Noirs. Cadres, militants, sympathisants et curieux ont assiégé le stadium de l'IMCA, véritable test de popularité et de mobilisation pour Henri Movasakani, nommé il y a tout juste un peu plus de 6 mois. Un reportage de Mamina Massengo et Magloire Mbaki. Direction la Chambre basse du Parlement, les responsables des églises de réveil ont franchi mardi le seuil du bureau du président de l'Assemblée nationale, quelques jours seulement après les évêques catholiques, eux aussi plaident en faveur du dialogue qu'ils veulent inclusif. Au Baminakou leur a prêté une oreille attentive. Ces visages ne sont pas étrangers pour l'opinion. Ces leaders des églises de réveil du Congo étaient ce lundi chez Aubin Minakou pour parler dialogue. Ces forums politiques inclusifs, initiés par le chef de l'État, bien que la rencontre ait commencé par une prière. Il y a plus d'une année, cette église avait déjà lancé l'appel au dialogue et même avait offert ses bons offices. Et il y a quelque temps, le chef de l'État a officiellement signé l'ordonnance convoquant le dialogue. Et les églises de réveil, encore une fois de plus, il y a plus de 2 semaines, avait lancé un message appelant tout le peuple congolais à se mettre autour de la table, à échanger, à discuter. Leur contribution, ces princes des églises la feront à leur manière. L'apport vient dans tous les secteurs. Secteur spirituel, secteur moral, secteur intellectuel. Donc nos églises sont prêtes à apporter leur apport. Il y a une semaine, c'était les évêques catholiques qui étaient chez le président de l'Assemblée nationale. Des initiatives qui démontrent l'adhésion de plus en plus massive à l'initiative du président de la République. Les prélats catholiques déterminés à apporter leur soutien au processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. Après différentes consultations avec les forces vives du pays, les évêques de la SENCO ont décidé de mettre en place un comité de suivi dont la mission sera de maintenir le contact avec tous les protagonistes, susciter et consolider la confiance mutuelle et enfin encourager les initiatives visant la relance du processus électoral. C'est le résultat des consultations marathon engagées auprès des acteurs politiques ainsi que de la société civile. Après 3 jours d'intenses travaux, les évêques catholiques sont convaincus qu'il n'y a pas d'autre issue pour débloquer le processus électoral que le dialogue. Ils saluent également les représentants des partis politiques et de la société civile qui, en dépit de leurs divergences de vues, gardent une fenêtre ouverte propice aux échanges pour l'intérêt de la nation. La grande annonce de ces princes de l'Église repris dans leur communiqué est la mise en place d'un comité de suivi. Ce dernier sera composé de 8 membres, les 6 archevêques métropolitains ainsi que le président et les vice-présidents de la SENCO. Cette démarche de la SENCO n'est qu'une première phase. Les évêques catholiques promettent de s'investir pour la tenue d'un dialogue qui réponde aux aspirations de tous
pour l'intérêt supérieur du pays. Autre chose, la population n'est pas en reste quant à la proposition du retrait des casques bleus sur le sol congolais. Certains estiment qu'il est grand temps que la République démocratique du Congo assure sa propre sécurité. Pour d'autres, la MONUSCO devrait suffisamment outiller les FARDC sur les techniques idoines pour mettre fin à l'insécurité. C'est l'incompétence de la MONUSCO. Même si aujourd'hui il va réduire l'effectif, ce n'est pas une solution. C'est à nous-mêmes d'abord d'assumer notre sécurité. Parce qu'aujourd'hui, je prends d'abord la MONUSCO, ce n'est pas aujourd'hui que la MONUSCO a existé en RDC. Mais la MONUSCO est toujours en RDC, mais il y a toujours des conflits. Vous prenez à l'est de la République démocratique du Congo, il y a toujours des conflits, il y a des violences. Même quand il y avait des rebelles, il y avait toujours la MONUSCO était là. Mais il était incompétent de réduire tout ce qui s'est passé dans le pays. Vous allez maintenant, prenez maintenant les pays frontaliers. La MONUSCO, nous voyons ce qui se passe à Burundi et les pays voisins. La MONUSCO est incompétente. Aujourd'hui, ils cherchent maintenant l'intervention de l'Union africaine. C'est pourquoi je me demande quelle est l'importance de la MONUSCO dans les pays africains. Parce que toujours les pays africains, la plupart des pays africains sont toujours en conflit. Que partout à travers le monde, il y a des conflits, il y a des étincelles à gauche, à droite. Il n'y a pas que seulement dans notre pays. Et le gouvernement s'assume. Le gouvernement a ses responsabilités, le gouvernement a son armée. Le peuple congolais doit faire confiance à son armée pour éradiquer ces conflits, ces étincelles à gauche, à droite. Ça existe partout. Vous voulez que je vous cite les pays? Dans quel pays ces choses-là n'existent pas? C'est partout. Voyez un peu la France, voyez un peu à gauche, à droite, le Nigeria, etc., etc. Donc c'est un problème de souveraineté. Je pense que le gouvernement est conscient de ses responsabilités. Il va pouvoir essayer de résoudre ce problème. Nous avons une armée forte, une armée qui s'organise au jour le jour, et nous pensons que la solution pourrait être trouvée avec la compréhension aussi de la population. Ce qui a vraiment la volonté à réduire le nombre d'effectifs, ce qui est pour la situation économique. Ndambu ya mbongo ya zalaki ko futa batu na ye wana akoki ko injecter ngote na gouvernement na surtout former ba nouveaux éléments ba remplacer batu na ye wana. Bon ce que c'est une raison politique bon après ça pourquoi Alingas a réduire na effectif ya batu na ye akoki ko kende mais to précipiter na makambuté. Donc ce qui va bana ko kende ndamba avec le temps bisomo peut aussi tokumi mur mais tokoko za la presser na makamno sa ko benga na batumbala moko do ba ko kende progressivement mais après 5 ans ba ko ko aussi la bango ko kende mais ba kende nanu brutalement te poye na ba coin mususu bat bana na ba confiance na bango na ba coin reculer ba ko jouer le quoi avec élément moko neutre. Donc nécessité na bango ezali ba kende mais progressivement pas brutalement. Nous devons d'abord mettre la sécurité partout, hein? Là où il y a le désordre, on va mettre l'ordre parce que nous avons l'armée congolaise est là pour défendre notre pays. D'abord, premièrement, c'est la sécurité. Si le pays existe, c'est la sécurité d'abord, premièrement. Moi, je ne pouvais pas dépendre à elle pour les MONUSCO. Nous avons des jeunes Congolais qui sont des chômeurs. D'abord, premièrement, on peut aussi recruter pour la sécurité. Nous ne pouvons pas dépendre pour la MONUSCO, pour mettre la sécurité dans notre pays. Non, ça n'existe pas. En santé, le faible engagement historique de l'État, le manque de motivation ainsi que du matériel adéquat, autant des facteurs qui seraient à la base du manque de soins de santé de qualité en République démocratique du Congo. Les médecins, eux, se disent compétents mais rejettent la faute aux malades qui, d'après eux, arrivent à la dernière minute pour une bonne prise en charge. C'est les dossiers de votre rédaction avec Patricia Panzou. Qu'est-ce qui ronge le secteur de la santé? Quelle est la qualité de soins de santé en RDC? Parmi les réponses plausibles à ces questions, on citerait le faible engagement historique de l'État, l'important retard de technologie, le manque de matériel adéquat et de motivation, ainsi que la pauvreté traduite par la détérioration des conditions de vie de la population. Pour moi, la qualité de soins de notre pays n'est pas à la hauteur. Car aujourd'hui, je peux avoir l'argent pour assurer, par exemple, le traitement de mon enfant, mais les tracasseries feront en sorte que je nous tienne gain de cause. Les médecins congolais se préoccupent de l'argent en premier lieu et les soins viennent par la suite.
En cas de manque d'argent, c'est la désolation et l'abandon. On se souviendra que c'est en 1984 qu'a été définie la politique nationale de la santé en RDC, qui sera révisée en 2001. Son but, promouvoir l'état de santé de la population en fournissant un paquet de soins de qualité globale intégré et continu avec la participation de la population dans un contexte de lutte contre la pauvreté. Mais aujourd'hui, la situation sanitaire au Congo ne semble pas s'améliorer, notamment avec un faible taux d'utilisation de services de santé. Ce qui pousse les familles à expédier leurs malades vers l'Inde, c'est la carence de matériel censé aider les médecins à assurer leur traitement. Nos médecins sont en mesure d'assurer notre traitement. C'est plus le manque de matériel adéquat qui pose problème. Les médecins se disent compétents et même prêts à prendre en charge tous les cas qui se présentent, mais les malades doivent atteindre les centres de santé à temps. Le personnel médical, et pour la plupart des cas, ce sont des personnes bien formées dans des institutions, que ce soit locales, des institutions étrangères. Elles ont la capacité de prendre en charge la plupart des malades, la plupart des cas qui arrivent. Beaucoup de gens qui vont à l'étranger, c'est parfois pour des caprices en fait, c'est parfois des caprices personnels, parfois c'est lié à de la publicité gratuite par rapport à ces institutions, alors que nous ne sommes pas démissionnaires de la plupart des cas qui nous arrivent. Nous pouvons très bien les prendre en charge, peut-être pas à l'intérieur du pays, mais dans la ville-province de Kinshasa, la plupart des cas peuvent être pris en charge. La santé est déterminante pour le développement de la RDC. Pourtant, beaucoup reste encore à faire afin d'atteindre les objectifs assignés par le pays et être au rendez-vous du millénaire. C'est par ce dossier de notre spécialiste maison en santé que nous mettons fin à cette édition dominicale. Merci de votre fidélité renouvelée. Plus d'infos au www.bon-tv.com. Excellent début de semaine à tous avec une santé de fer en notre compagnie.